Le coronavirus nous a-t-il plongé dans une crise économique? Bienvenue dans ce deuxième numéro de Écho avec tous, dans lequel nous abordons le thème du jour qui est « Le coronavirus nous a-t-il plongé dans une crise économique ?» C'est ce que pensent certains économistes qui se sont trouvés pour l'occasion des alliés de tous bords. Ils avancent même que cette crise serait pire que celle qu'a connue le monde en 2008. Cette analyse approfondie a été conduite et supervisée par nos experts, à qui nous disons merci pour leur effort et leur dévouement consacré à cette dernière. Veuillez à vous installer confortablement avant le début, puis n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager le lien de la vidéo si elle vous a plu et d'en dire la partie qui vous a le plus marqué en commentaire. Bien. Je suis Zara, et la suite vous sera présentée par Sarah. Merci Zara. Revenons sur la question en commençant par rappeler la chronologie des faits, tout en présentant quelques chiffres. Fin novembre 2019, la maladie à coronavirus sévit à Wuhan, une ville au cœur de la Chine, avant de se répandre dans le monde entier. Déjà en février 2020, cette maladie atteint près de 180 pays autour du monde. Pour endiguer la propagation de ce virus, bon nombre de pays adoptent des mesures de confinement. Ces mesures font près de 2 milliards de personnes confinées autour du globe, soit les 30% de la population mondiale. Les entreprises, les industries, les activités commerciales prennent toutes un coup. On observe ainsi la réduction du personnel dans certaines entreprises, situation qui engendre une hausse du chômage technique. Dans certains cas, c'est la fermeture des entreprises, du fait du ralentissement de la demande, et de la baisse de la consommation. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs passe de 1,35 million à 7,14 millions. Selon les estimations du Bureau international du travail, cette pandémie risque de faire plus de 25 millions de chômeurs dans le monde entier. Les secteurs de l'économie parmi lesquels l'industrie, le transport, la finance, l'énergie sont tous en déperdition. Une perte de production évaluée à près de 3 500 milliards de dollars dans le monde entier. Les prévisions de croissance par le Fonds monétaire international, en abrégé FMI, qui étaient de 2,9% pour 2020, connaîtront finalement une perte de 0,5 points pour se retrouver à 2,4%. Dans le secteur du tourisme et du transport, au niveau global, c'est une perte évaluée autour de 685 065 millions de dollars. Soit une perte de 225 889 millions de dollars en Asie, de 211 972 millions de dollars en Europe, de 181 805 millions de dollars en Amérique du Nord. En Asie-Pacifique, au niveau du secteur du transport aérien, c'est une perte évaluée à 57,3 milliards de dollars, due à la chute du nombre de passagers. En Italie, c'est une perte de 17,4 milliards d'euros qui sera enregistrée par le secteur touristique. Ces statistiques proviennent des sources de Eurostat et de l'Organisation de coopération et de développement économique, en abrégé OCDE. Le lundi 9 mars 2020 a été très long en bourse. Ce lundi fut baptisé lundi noir, car sur les places boursières internationales, la panique était au rendez-vous, de Shanghai à Wall Street, en passant par Paris et Londres. Cela, à cause de la chute alarmante, du cours des actions et du pétrole, baptisé or noir, matière première vitale de ce XXIe siècle. En effet, ce lundi-là, le cours du pétrole perdit 25% de sa valeur, soit une chute de plus de 30% du prix du baril. Cela est du jamais vu, depuis 1991, date de la guerre du Golfe. Cette situation est due à la guerre des prix lancée par l'Arabie Saoudite, suite à l'échec des négociations avec la Russie, négociations portant sur la réduction de production de brut, afin de compenser le ralentissement de la demande mondiale, en raison de l'épidémie de coronavirus. L'Arabie Saoudite décide de réduire drastiquement le prix de son or noir car pour elle, cette mesure permettra de ramener la Russie à la table de négociation. Au niveau des indices boursiers, outre la baisse inquiétante de leur cours le lundi noir, voici quelques chiffres de la perte enregistrée depuis 3 mois.
Aux USA, le Dow Jones Industrial connaît une perte de 23,47%, le Nasdaq Composite quant à lui, connaît une perte de 18,72%. En Europe, notamment en France avec le CAC 40 c'est une perte de 30%, en Allemagne avec le DAX c'est une perte de 27,28%, au Royaume-Uni avec le FTSE 250, c'est une perte de 35,21%, en Italie c'est une perte de 30% avec le FTSE MIB, en Espagne, on l'évalue autour de 31,45% avec l'IBEX 35. En Asie, c'est une perte de 11,80% avec le CSI 100 index de la Chine et une perte de 23,20% avec le Nikkei 225 au Japon. En Afrique, au Maroc avec le Nasdaq Maroc c'est une perte de 31,49%, en Sud-Afrique avec le Nasdaq South Africa, c'est une perte de 42,38%, en Égypte avec le Nasdaq EJ c'est une perte de 26,72%. De quoi s'en inquiéter? Ces statistiques lèvent le voile sur un probable crash boursier, qui fut évité de justesse, le lundi noir. Le jeudi 12 mars 2020, l'hebdomadaire de presse française, affichait comme couverture de 103 584e numéro, une Corona Crash. Pour terminer, le vendredi 27 mars 2020, Madame Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international en abrégé FMI, déclarait par le biais d'une vidéo l'état de récession dans le monde entier et appelait dans une autre vidéo à des actions coordonnées au niveau international afin de faire face à cette récession. How severe we are working now on our projections for 2020. In a short while. Merci Sarah, c'est avec beaucoup de passion que nous avions pris plaisir à vous écouter. Tout au long de votre progression vous dites ceci. Des mesures de confinement, des ralentissements de production partout dans le monde, tous les secteurs de l'économie en déperdition, une hausse du nombre de chômeurs, le secteur financier en particulier celui de la bourse qui voit ses cours chuter sur les 3 derniers mois, un crash boursier évité de justesse le lundi 9 mars 2020 baptisé lundi noir, enfin la directrice du FMI qui par le biais d'une vidéo déclare l'état de récession et appelle à des actions coordonnées. Au regard de ce qui vient d'être étalé plus haut, sommes-nous dans une situation similaire à la Grande Dépression des années 30? Pouvons-nous dire que les ingrédients d'une crise économique et financière sont réunis? Oui, chère Zara, les symptômes d'une crise sont bel et bien là. Une crise sanitaire qui s'est progressivement transformée en crise économique et financière, une crise liée à un ralentissement de la demande, une crise causée par un choc exogène à la différence de celle de 2008 causée par des chocs endogènes notamment le marché de l'immobilier et la finance. Les entreprises sont donc maintenant confrontées à des pertes de capital qui pourraient se transformer en des soucis de trésorerie et ont l'obligation de diminuer le volume de leur production du fait de la faible demande. Prévoyant de réaliser de faibles bénéfices, elles se voient donc dans l'immédiat à procéder endogènement à la réduction de leur personnel ou au licenciement, mais exogènement se voient subir la perte de cote au niveau de leur action en bourse du fait de la vente massive de ces actions de la part des actionnaires. En effet, ceux-ci espèrent retirer le bénéfice accumulé depuis la reprise de 2008 avant qu'il ne soit trop tard. L'industrie pharmaceutique et du textile semble bien se porter vu la hausse de la production de cache-nez, de gel hydroalcoolique de certains médicaments du fait de leur forte demande. Il y a donc de quoi investir dans celle-ci en bourse. Une situation qui semble frôler celle de la Grande Dépression des années 30, mais à la différence ce qui est rassurant c'est la réponse budgétaire et monétaire des différentes parties prenantes, notamment les institutions internationales plus principalement le FMI et la Banque mondiale, les gouvernements et les banques centrales respectives de presque tous les pays. L'appel du FMI semble bien compris. Toutefois, devrons-nous nous attendre à des politiques d'austérité de la part des gouvernements après cette crise ? La question reste posée. Faire la sensibilisation des syndicats pourrait réduire le nombre de tensions sociales après cette crise.
ces parties prenantes respectives optent pour des mesures visant à renforcer la liquidité dans le but de relancer la demande voire la consommation, aussi dans le but de soutenir les trésoreries des entreprises et des banques commerciales vu la probable hausse d'insolvabilité au niveau des entreprises, des banques et des ménages à cette période. Insolvabilité, qui si n'est pas maîtrisée conduit à la dégradation du bilan des banques qui par un effet domino rendra toute la finance insolvable. Situation pouvant entraîner un crash. Ces mesures visent aussi à faciliter l'accès au crédit en ces périodes difficiles. En Occident, les banques centrales n'ont que cette carte d'injection de liquidité car la carte de la baisse des taux d'intérêt n'est pas possible à cause de leur niveau de Jabba. Au niveau de l'Afrique, les banques centrales ont déjà commencé à faire baisser les taux directeurs en plus d'injecter de la liquidité. Cette injection de liquidité est destinée aux entreprises, aux salariés pour ne pas dire ménages ainsi qu'aux hôpitaux et vise à renforcer la sécurité sociale. En outre, voici quelques chiffres de la réponse budgétaire et monétaire des différentes parties prenantes. Au niveau monétaire, des mesures visant à renforcer la liquidité et à abaisser les taux d'intérêt sont prises en Afrique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé BCEAO, entend débloquer 1050 milliards de francs CFA de ressources additionnelles. La Banque centrale sud-africaine quant à elle décide de réduire ses taux directeurs de 100 points de base. Enfin quant à la Banque centrale égyptienne, c'est une baisse de ses taux directeurs de 300 points de base. En Occident, les banques centrales ont du mal à baisser les taux directeurs de Jabba, cependant elles prennent des mesures visant à renforcer la liquidité. En Europe, l'équipe de la Banque centrale européenne avec à la tête Madame Christine Lagarde procède à l'augmentation des actifs bancaires de plus de 120 milliards d'euros. En Asie, la Banque centrale chinoise prévoit l'injection de liquidités de 3 000 milliards de dollars. En Amérique, la Fed baisse ses taux directeurs de 150 points de base jusqu'à 0,25 points de base. Au niveau budgétaire, les gouvernements sont toutefois pas indifférents. En Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est 96 milliards de francs CFA, soit 0,3% du PIB, qui est déployé par le gouvernement. Au Nigeria, c'est 984 millions de naira mobilisés, mais le gouvernement affirme être en négociation pour débloquer 18 millions de dollars supplémentaires. On observe l'injection de 3600 milliards de naira comme liquidité, soit 2,4% du PIB. En Sud-Afrique, c'est 12 milliards de rands, soit 0,2% du PIB. En Égypte, c'est 6,4 milliards de dollars, soit 2% du PIB. En Amérique, aux USA, c'est un vaste plan de relance qui est en cours. Ce plan prévoit d'injecter près de 2000 milliards de dollars. En Europe, au Royaume-Uni, c'est 150 millions de livres sterling mobilisés. En France, c'est 45 milliards d'euros de liquidité qui sera injecté, soit 2% du PIB, et 300 milliards d'euros, soit 13% du PIB, pour favoriser le prêt bancaire aux compagnies et soutenir les entreprises qui auront des soucis de trésorerie. En Italie, c'est 25 milliards d'euros, soit 1,4% du PIB, et 350 milliards d'euros prêts à être injectés dans l'économie. En Asie, notamment en Chine, c'est 1300 milliards de yuans, soit 1,2% du PIB prêts à être injectés. Par-dessus tout, la Banque mondiale, dans une publication parue le jeudi 2 avril 2020, consent déployer près de 160 milliards de dollars dans de vastes programmes économiques visant à soutenir dans les 15 prochains mois les plus vulnérables à cette crise. Quant à l'équipe du Fonds monétaire international avec à la tête Madame Kristalina Georgieva, c'est plus de 1000 milliards de dollars qui sont mis sur la table. Cette réponse est de grande envergure et atténue les effets de cette crise économique et financière, raison pour laquelle bon nombre de personnes ne ressentent pas encore les effets pervers. Cependant, vu ces plans de relance, doit-on s'attendre à des politiques d'austérité après cette crise? La question reste posée. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de ce deuxième numéro et que retenir? Dans ce deuxième numéro d'Eco avec tout, le thème était le coronavirus, nous a-t-il plongé dans une crise économique? Pour répondre à cette question, nous avions progressivement mobilisé les éléments de réponse en passant par la lecture d'une frise chronologique à la présentation de quelques statistiques. Nous sommes donc passés progressivement d'une crise sanitaire à une crise économique vu les mesures de confinement. Cette crise, qui est certes causée par des chocs exogènes, est aussi causée par un ralentissement de la demande. Dans le monde, c'est près de 25 millions de chômeurs, une perte de 3500 milliards de dollars de production, une baisse moyenne d'environ 30% des principaux indices boursiers depuis 3 mois, et un lundi noir où un crash boursier fut évité de justesse.
Heureusement, les réponses budgétaires et fiscales des différentes parties prenantes, entre autres, les gouvernements, les banques centrales respectives et le FMI, sont de grande envergure et permettent pour l'instant d'atténuer les effets pervers de cette crise économique et financière. Nous sommes donc bel et bien en situation de crise, une crise baptisée la coronacrise. Rendez-vous à la prochaine vidéo où nos experts vous proposent une analyse plus approfondie de cette coronacrise. Toutefois, n'oubliez surtout pas de laisser vos critiques et recommandations en commentaire. Ou le sujet que vous aimeriez qu'on traite dans nos prochaines analyses vidéo. Merci et à bientôt.